Le corps, souvent quand on est malade, ça commence par là, par un petit bruit dans le corps qui est anormal. C'est le Riche qui disait ça, hein, la santé, c'est le silence des organes. Là, il y a du parasitage. Et je trouve que, enfin moi, l'un des aspects qui m'a intéressée, c'était la visibilité ou l'invisibilité de la pathologie sur le corps. Parce que il y a quand même beaucoup de maladies qui se voient pas. Et c'est à la fois une chance et un inconvénient. C'est une chance parce que du coup, on est épargné du regard, de la violence potentielle du regard des autres. Mais aussi, c'est compliqué de faire comprendre qu'on est malade quand on ne donne pas l'impression de l'être. Et du coup, on n'a pas non plus les égards auxquels parfois le malade a droit et qui sont quand même bien une source de soulagement. Donc il y a quelque chose de très particulier dans ces maladies qui se cachent à l'intérieur du corps, ces maladies qui sont même pas sensibles. On a pas mal et du jour au lendemain, on devient malade. Et du coup, on est malade d'être malade, alors qu'avant, on n'avait pas l'impression de l'être. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, le sentiment, et moi je l'entends chez un certain nombre de patients, le sentiment de devenir monstrueux, c'est-à-dire d'être dépossédé de son corps, parce qu'on ne le contrôle plus, on ne le maîtrise plus, parce qu'il devient, il revient en fonctionnement parfois quasi animal. Et il y a quelque chose d'extrêmement humiliant dans cette dégradation que le corps impose, les déformations, soit liées à la maladie, soit liées au traitement. Quand on est sous corticoïdes, c'est une problématique qu'au départ les médecins peut-être négligeaient, et maintenant à laquelle ils sont sensibles. Avoir un visage tout bouffi, c'est quelque chose qui peut être parfois plus pénible que la douleur que les médicaments essayent de juguler. Donc il y a cette problématique-là de l'identité qui est atteinte à travers l'apparence que je donne quand je suis malade. Il y a ici des stigmates de la maladie qui sont plus supportables que d'autres. Et on comprend bien, qui ont aussi lien à l'âge du patient, à sa fonction sociale. La manière de supporter la trace de la maladie sur nous est très différente. Donc le corps comme espèce de parchemin de la maladie qu'on décide d'exhiber ou de cacher. Hein. Est-ce que je garde ma tête chauve après la chimio, ou est-ce que je mets un ruban? Et une jeune femme me disait que lorsqu'elle sortait sans turban ou sans perruque, elle percevait des regards agressifs des autres, comme si elle rendait la maladie trop visible, alors qu'elle aurait pu avoir, entre guillemets, la décence de la cacher, que c'est si facile de mettre une perruque. Donc il y a aussi quelque chose de ce type, c'est ne pas afficher la maladie dans une société où on veut des corps sains. Et on a toujours effectivement du mal à donner une visibilité au corps ou une place dans la société au corps handicapé. Soit c'est le corps des sportifs des Jeux paralympiques, donc c'est des malades ou des handicapés exceptionnels. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut bien voir des malades qui ont fait de leur maladie quelque chose de formidable. Donc aux États-Unis, c'est les survivants du cancer, c'est des héros. Et alors ceux qui sont morts, ils n'ont pas été héroïques, ils n'ont pas notre considération, etc. Mais sinon, le corps atrophié, diminué, ralenti, ne serait-ce que par la vieillesse, hein. On s'agace un peu de ces personnes lentes qui n'ont pas le même rythme que les autres, etc. Il y a, dans la société française, on voit quand même très très peu de représentations réalistes de corps de personnes âgées. Dans la publicité, dans les médias, ont très peu de visibilité. Donc oui, on a encore une espèce d'idéal de ce que le corps doit être, de ce que doit être le corps qui peut être visible, exposé, exhibé, et des corps qu'il faut cacher. On peut trouver parfois dans la philosophie, enfin notamment chez Deleuze, une volonté parfois
à la fois de désexualiser et de désorganiciser le corps, qu'on trouve dans certaines philosophies. Comment ça se pose, cette question du corps sexué dans la maladie, hors de la maladie, Ouais. avec la maladie? Alors, il y a déjà le regard médical qui a tendance à uniformiser en fait l'approche du corps et le médecin fait comme si le corps nu n'était ni érotique ni sensuel, etc. Ce qui peut aussi être une forme de négation, enfin Oui. ressenti comme une forme de négation par le patient. Quand on fait une mammographie, par exemple, on voit bien que là, c'est une chose qu'on essaye d'aplatir à tout prix et que ça n'a rien ni d'érotique ni de sexuel. Alors, je disais ça une fois dans une conférence, qu'il y avait une violence de la désérotisation du corps malade. Et un médecin m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, parfois, combien on doit lutter pour réussir à désérotiser certains corps. Donc ça m'a rassurée finalement, je me suis dit, bon, c'est... Mais en fait, au-delà de ce côté... effectivement, déjà, c'est une perte d'une certaine forme d'identité, parce que la maladie peut, par exemple, détruire certaines possibilités, comme avoir un enfant, comme avoir une vie sexuelle. Et cet élément-là de la sexualité, c'est un élément qui reste extrêmement tabou. Ouais. Que ce soit dans, par exemple, la question de la sexualité d'une femme après une reconstruction mammaire, par exemple, ou qu'est-ce que ça peut signifier pour une femme d'être diagnostiquée stérile. Il y a quand même un certain nombre de spécificités techniques aujourd'hui qui font qu'on aborde la sexualité, là encore de manière très technique, en termes de performance ou en termes de production, par exemple, le nombre d'ovocytes que cette femme va être capable de produire. Et je trouve que c'est extrêmement violent, à la fois la manière dont la sexualité peut être niée, comme si elle n'existait pas comme élément de l'identité du sujet et de la vie du sujet. Et d'autre part, c'est aussi très dérangeant la perspective qui est choisie en termes de, si on dit les choses rapidement, de performance pour traiter de ces questions. Et par exemple, là où je trouve ça particulièrement choquant, c'est dans le système de la reproduction médicalement assistée. Bon, on va programmer, dans certains cas, des moments de relations sexuelles, donc ça va être daté, tel jour, à telle heure, etc., sans accompagnement particulier et sans voir à quel point c'est la meilleure manière de détruire la sexualité d'un couple, de la programmer de cette manière. Je crois qu'il y a beaucoup de non-dits à retravailler autour de certains choix que les patients vont faire, parce que précisément, ce qui va être amputé, c'est la sexualité telle qu'ils l'entendent. Et j'ai plein d'exemples en tête d'individus qui renoncent à des traitements pour une pathologie par crainte des effets secondaires sur leur sexualité. Et on a là quelque chose qui est encore pas assez discuté, qui reste difficile à aborder pour les médecins, je crois, et qui devrait quand même être un accompagnement dans certaines pathologies renforcé. On parlait tout à l'heure en off de ces périodes après une grave pathologie où il y a des impulsions de désir sexuel extrêmement fortes. Il y a quand même le lien entre l'élan vital et la sexualité est central. Si on note à un patient la sexualité telle qu'il l'aime, qu'il la pratique, qu'il en jouit, on note aussi des éléments de guérison, sans aucun doute. On enlève une énergie, voilà, un désir de vivre qui est pas souci par le désir sexuel. Donc je crois que là, c'est un point dont on discute de temps en temps dans notre séminaire sur le soin. Il y a quelque chose à penser plus avant. Et il y a aussi des soins sexuels dans d'autres pays. Par exemple, pour les personnes handicapées, en Hollande, si je ne me trompe pas,
on a des soignants sexuels. Mmh. Donc certains pays sont plus avancés sur l'idée que la sexualité est aussi une forme de soin ou de prise en considération des émotions du patient qui ont besoin d'être soignées, elles aussi, quand elles sont endommagées, blessées, fragilisées. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, c'est sûr.